Bienvenue dans Histoire de la nuit. Ce soir, glissons dans l'ombre pour écouter un conte où l'amour ne se déclare pas au soleil, mais à la lueur tremblante d'un réverbère. C'est l'histoire d'Elias, qui trouva dans les heures bleues un refuge, et de Lyra, qui n'existait que lorsque tombait le jour. Une romance de silence et de chuchotement où chaque rendez-vous est une promesse et chaque aube une menace. Préparez-vous à un choix qui ne se fait qu'une fois, un choix pour l'éternité. Il a choisi la nuit. La nuit était le vrai refuge d'Elias. Le jour, trop criant, trop exigeant, le laissait toujours en décalage, comme s'il portait un costume un peu trop grand. Les rires dans les cafés, la lumière crue des magasins, les conversations banales. Tout cela glissait sur lui sans l'atteindre. Il se sentait en vitre teintée, observant un monde dont les couleurs étaient passées au filtre du gris. C'est pourquoi il avait trouvé ce travail de veilleur dans les archives municipales, un emploi de nuit silencieux, peuplé seulement du murmure des pages et du grattement de sa propre plume. Et c'est pourquoi, chaque nuit, en rentrant à son petit appartement, à l'heure où le monde des vivants s'était enfin tu, il prenait le chemin le plus long, celui qui traversait le vieux parc et longeait les rues désertes aux réverbères centenaires. C'est là qu'il la vit pour la première fois, sous le réverbère numéro 7, celui dont la lumière clignotait par intermittence, comme un cœur fatigué. Elle se tenait immobile, vêtue d'une robe sombre qui semblait boire la lumière plutôt que la refléter. Ses cheveux, d'un noir d'encre, tombaient en cascade douce sur ses épaules. Elle ne regardait rien en particulier, les yeux perdus dans le néant de l'allée. Elias ralentit le pas, le cœur inexplicablement serré. Il n'osa pas s'arrêter. Il passa, sentant son regard le frôler, sans vraiment le voir. Le lendemain, à la même heure, elle était là encore, et le surlendemain. Au bout d'une semaine de cette étrange chorégraphie silencieuse, Elias osa s'arrêter à une distance respectueuse. « Bonsoir », dit-il. Sa voix lui parut étrangement rauque dans le silence de la rue. Elle tourna lentement la tête vers lui. Son visage était d'une pâleur de porcelaine, ses traits d'une beauté à couper le souffle, mais empreints d'une tristesse si profonde qu'elle en était presque physique. Ses yeux, d'un gris argenté comme la lune voilée, le fixèrent. « Bonsoir, Elias », répondit-elle. Sa voix était un murmure, doux comme la soie froissée, apaisant comme une berceuse. Il sursauta. « Vous connaissez mon nom ?» Un léger sourire, triste et lointain, effleura ses lèvres. « La nuit me chuchote des choses. Elle m'a chuchoté ton nom. Elle m'a dit que tu étais un enfant du silence, toi aussi. » Cette réponse aurait dû l'alarmer, le faire fuir. Pourtant, une étrange tranquillité l'envahit. Elle avait dit « toi aussi ». C'était la première fois que quelqu'un le plaçait dans une catégorie à laquelle il sentait, obscurément, appartenir. « Et quel est le vôtre ?» demanda-t-il. « Lyra, » dit-elle. Puis elle ajouta, comme une confidence, « Je n'aime pas la lumière trop vive. Elle me blesse. » Le réverbère au-dessus d'elle clignota à ce moment précis, plongeant son visage dans l'ombre un instant. Quand la lumière revint, plus faible, Elias crut voir ses traits se détendre. C'est ainsi que commencèrent leurs rencontres. Chaque nuit, après son travail, Elias se précipitait vers le réverbère numéro 7. Lyra était toujours là, l'attendant. Ils marchaient côte à côte dans les rues endormies, parlant à voix basse. Elle lui posait des questions sur son monde à lui. Les archives poussiéreuses, le goût du café trop fort qu'il buvait pour tenir éveillé, le souvenir lointain du soleil sur sa peau enfant. Elle écoutait avec une attention absolue, comme si chaque déjet était un trésor. Mais sur elle-même, elle se montrait évasive,
parlant par métaphores et fragments poétiques. « Le soleil prend tout de moi », murmura-t-elle un soir, en regardant l'horizon où une lueur laiteuse annonçait l'aube. « Il efface mes traces, il brûle mes souvenirs. Je ne suis réel que dans l'obscurité. » Un autre soir, alors qu'il passait devant la vitrine sombre d'une bijouterie, Elias y chercha leur reflet. Il vit le sien, net, fatigué. Celui de Lyra n'était qu'une forme floue, une silhouette de brume à peine discernable. Il cligna des yeux, croyant à un défaut du verre. Quand il regarda à nouveau, son propre reflet était seul. « Lyra, commença-t-il, ne regarde pas là, dit-elle doucement, en détournant la tête. Les miroirs mentent, ils ne montrent que ce que la lumière veut bien montrer. Il remarqua d'autres choses. Les montres qu'il portait s'arrêtaient parfois lorsqu'elle lui effleurait le poignet. Les chats errants, qu'il nourrissait souvent, ne s'approchaient jamais d'elle, mais ne s'enfuyaient pas non plus. Il la fixait, immobile, les yeux grands ouverts, et il y avait l'aube. L'aube était une échéance inéluctable et cruelle. Quelques minutes avant que le premier rayon ne fendît l'horizon, Lyra pâlissait encore plus, et une douleur semblait la traverser comme une crampe sourde. « Je dois partir », disait-elle alors, et sa voix se faisait plus lointaine, comme venue de très loin. « Où vas-tu » lui demanda un jour Elias, saisi d'une angoisse soudaine. « Là où va la nuit, quand le jour la chasse, c'est mon refuge. Mais il est solitaire. » Puis, avant de disparaître au détour d'une ruelle ou de se fondre dans l'ombre d'un porche, elle ajoutait toujours, avec une tendresse qui lui brisait le cœur. « N'oublie pas, Elias, vis bien ta journée, vis-la pour toi. » Un soir, alors qu'une pluie fine et froide trempait la ville, ils s'abritèrent sous le kiosque à musique du parc. Désert. Leur conversation avait été plus légère, parlant de livres anciens, de la musique du vent dans les arbres. Pour la première fois, Elias entendit Lyra rire. Un son cristallin, bref, qui réchauffa l'air humide autour d'eux. Emporté par un élan qu'il ne put contrôler, Elias prit sa main. Elle était froide, d'un froid qui n'était pas celui de la pluie, mais plus profond, comme la pierre ancienne. Pourtant, ce contact lui procura une sensation de paix immense, d'appartenance. « Lyra, » murmura-t-il, « je ne veux plus rentrer, je ne veux plus que l'aube arrive. » Le sourire de Lyra s'éteignit. Ses yeux gris se remplirent d'une angoisse si profonde qu'il en eut mal. « Elias, non » chuchota-t-elle en essayant de retirer sa main, mais il la retint doucement. « Les gens qui restent trop longtemps avec moi, ils s'effacent. Le jour les oublie. Tu ne peux pas souhaiter cela. Pourquoi? Que se passe-t-il? Qui es-tu vraiment? » Elle détourna le regard, fixant la pluie qui dessinait des rigoles sur les pavés. « Je suis celle que la nuit a épargnée, ou celle qu'elle a gardée en otage, je ne sais plus très bien. Je suis l'écho de ce qui se passe quand le monde s'endort, le murmure entre deux battements de cœur. Je ne vis pas, Elias. Je suis. Depuis très très longtemps, et je suis condamné à regarder la vie, la vraie, celle sous le soleil, de loin, toujours de loin. » Un silence tomba, seulement brisé par le crépitement de la pluie. Au lieu d'avoir peur, Elias sentit une vague de compassion et d'amour si forte qu'elle le submergea. Il comprenait ce sentiment de distance, d'être un spectateur. Il l'avait éprouvé toute sa vie, en plein jour. « Et si je ne voulais pas de cette vie sous le soleil, dit-il enfin, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Si je te choisissais, toi? » Lyra ferma les yeux, une larme perle traçant un sillon lumineux sur sa joue pâle.
C'est un chemin sans retour, mon amour. C'est un choix pour toujours. Et toujours est un mot bien lourd à porter. Elle se leva, libérant sa main. L'aube n'était pas loin. Une lueur inquiétante commençait à teinter les nuages bas à l'est. « Je ne reviendrai pas demain soir, Elias », annonça-t-elle, et sa voix tremblait légèrement. « C'est trop dangereux. Pour toi. Je vois l'attachement grandir dans tes yeux, et c'est la plus belle et la plus terrible des choses que j'ai vues depuis des siècles. Je dois te protéger de moi. » Avant qu'il ne puisse protester, elle avait quitté l'abri du kiosque et s'était enfoncée dans la pluie et l'ombre grandissante. Elle disparut sans un bruit, absorbée par la nuit qui se retirait. Elias resta sous le kiosque, la main encore froide du contact de la sienne, le cœur battant à tout rompre. La menace de son absence était soudain 1000 fois plus terrifiante que tous ces mystères. La journée qui se levait lui sembla non pas promesse, mais sentence. Il rentra chez lui, les yeux brûlants, et s'allongea sur son lit sans dormir, écoutant les bruits du jour qui naissaient. Les premières voitures, les oiseaux, les pas pressés sur le trottoir. Chaque son lui parut creux, dénué de sens. La lumière du soleil, filtrant à travers ses volets, lui sembla hostile, criarde. Il passa la journée dans un état de somnambule. Le soir venu, une anxiété terrible le tenaillait. Il se précipita vers le parc, bien avant l'heure habituelle. Le réverbère numéro 7 clignotait, vacillant, projetant une lumière incertaine sur le pavé vide en dessous. Lyra n'était pas là. Le cœur d'Elias se serra comme un poing. Il attendit. 1 heure, 2. La nuit s'épaississait, belle et indifférente. Mais le point de lumière qu'elle était pour lui avait disparu. Le vide qu'elle laissait était plus absolu que toutes les solitudes qu'il avait jamais connues. Il erra dans les rues qu'ils avaient parcourues ensemble, espérant follement la voir surgir d'une porte cochère, d'une ruelle. Rien. Épuisé, le cœur lourd de plomb, il retourna finalement vers le réverbère numéro 7, comme un pèlerin devant un autel déserté. Il s'assit sur le banc froid en face, se préparant à une veille sans fin, sachant au fond de lui qu'elle ne viendrait pas. Elle lui avait dit au revoir. C'est alors qu'il le sentit, un léger changement dans l'air, comme un frisson qui n'était pas du vent, et un murmure si ténu qu'il pouvait être le fruit de son imagination. Un mot porté par l'obscurité elle-même, jusqu'à son oreille. Attends, il retint son souffle. Le silence revint, plus profond, plus attentif que jamais. La nuit autour de lui semblait s'être rapprochée, l'enveloppant d'une étreinte intangible. Et dans ce silence, dans cette obscurité devenue presque palpable, Elias trouva une étrange sérénité. La panique le quitta. La douleur était toujours là, aiguë, mais elle était maintenant mêlée à une certitude tranquille. Elle veillait. Elle était là, quelque part, dans la trame même de l'ombre. Et si elle lui demandait d'attendre, c'est qu'il y avait un espoir. Il ferma les yeux, laissant le froid nocturne le pénétrer, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il ne lutta pas contre l'attraction profonde, magnétique, qu'exerçait sur lui le monde de Lyra. Il s'y abandonna, simplement. Et dans cet abandon, il trouva un apaisement plus profond que tout ce que le jour avait jamais pu lui offrir. Il resta sur ce banc jusqu'à ce que l'aube pointe à nouveau, sans douleur cette fois, seulement une résolution patiente et calme. Quand il se leva pour rentrer, une dernière fois, il chuchota à la nuit qui se retirait. « Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » La nuit ne répondit pas par des mots, mais une sensation de caresse, froide et douce, effleura sa joue avant de se dissiper avec les dernières étoiles. Bienvenue dans Histoire de la nuit.
Ce soir, glissons dans l'ombre pour écouter un conte où l'amour ne se déclare pas au soleil, mais à la lueur tremblante d'un réverbère. C'est l'histoire d'Élias, qui trouva dans les heures bleues un refuge, et de Lyra qui n'existait que lorsque tombait le jour. Une romance de silence et de chuchotement où chaque rendez-vous est une promesse, et chaque aube, une menace. Préparez-vous à un choix qui ne se fait qu'une fois, un choix pour l'éternité. Il a choisi la nuit. Les jours qui suivirent furent une longue épreuve de pâleur. Élias retourna à son travail nocturne, mais les archives lui semblaient être les os desséchés d'un monde mort. Il errait dans les rues vides, ses pas le ramenant inlassablement sous le réverbère numéro 7, qui clignotait, indifférent, sur le pavé vide. La nuit, autrefois un manteau de confort, était devenue une immense chambre d'écho où seule résonnait l'absence de Lyra. Le murmure qu'il avait entendu, « Attends », lui paraissait maintenant être un leurre, un produit de son désespoir. Pourtant, il attendait, car dans le monde diurne, quelque chose de fondamental s'était déplacé en lui. La lumière du soleil, qu'il trouvait déjà trop vive, était devenue presque agressive. Elle lui faisait mal aux yeux, lui donnait une sensation de peau trop étirée, trop exposée. Les bruits de la ville, le jour, les klaxons, les conversations hachées, le bourdonnement électrique des néons lui martelaient en le crâne. Les gens lui semblaient étrangement pressés, superficiels, leurs sourires trop larges, leurs paroles vides de substance. Il se surprenait à les observer comme on observe des insectes affairés, avec une curiosité détachée et un peu mélancolique. Il était devenu un étranger dans son propre monde. Une semaine après la disparition de Lyra, il commença à percevoir des phénomènes. Des ombres qui semblaient se figer un instant de trop quand il passait, prenant des formes vaguement familières. Le reflet de la lune dans une flaque d'eau qui persistait, nette et argentée, alors que le ciel était couvert. La sensation fugace d'une main froide effleurant la sienne dans son sommeil agité. Et surtout, les murmures. Pas des voix claires, mais des chuchotements à la limite de l'audible, tissés dans le bruissement des feuilles, le grincement d'une girouette, le soupir du vent dans les conduits d'aération. Ils ne disaient rien de compréhensible, mais leur ton était une invitation, une complainte, une promesse. Un soir, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, Élias ne se rendit pas directement au parc. Il suivit plutôt l'itinéraire inverse de leur promenade nocturne, comme pour retrouver leur pas à l'envers. Il descendit la rue des Orfèvres, tourna dans l'impasse des Trois Lunes, longeait le vieux canal où l'eau noire ne reflétait aucune étoile. C'est là, devant une porte en bois vermoulu, à moitié dissimulée sous du lierre, qu'il s'arrêta. Lyra l'avait un soir désigné du doigt, avec un sourire triste. C'était une belle librairie, autrefois, avait-elle murmuré. Le vieux libraire me laissait lire les livres la nuit, quand tout était fermé. Puis un jour, ils l'ont emmené. Et la lumière du jour a brûlé tous les mots. La porte n'était pas verrouillée. Elle céda avec un gémissement de bois fatigué. L'intérieur était plongé dans une obscurité absolue, mais une obscurité qui n'était pas vide. Elle était épaisse, douce, comme du velours. Élias alluma la petite lampe torche de son téléphone. Le faible pinceau de lumière sembla peiner à percer les ténèbres, révélant un espace poussiéreux, des étagères vides, des toiles d'araignée qui brillaient comme des fils d'argent. L'air sentait le vieux papier et l'humidité, mais aussi autre chose. Un parfum subtil de lilas et de pierres froides, le parfum de Lyra. Au centre de la pièce, sur un comptoir recouvert de poussière,
quelque chose brillait faiblement. C'était un petit pendentif en obsidienne taillé en forme de goutte, traversé par un fil d'argent usé. À côté, tracés dans la poussière, 2 mots. Pour toi. Son cœur fit un bond. Elle était venue ici. Elle avait laissé un message. Il saisit le pendentif. La pierre était d'un froid glacial, mais ce froid lui apporta un réconfort immédiat. En la serrant dans sa paume, les chuchotements autour de lui s'amplifièrent, devenant presque des murmures cohérents. Elle veille. Le choix approche. L'ombre accueille les siens. Il n'était plus seul. La nuit elle-même lui parlait, le guidait. Elle le tenait à l'œil, comme elle tenait Lyra. Cette pensée, qui aurait dû être terrifiante, le remplit d'une paix profonde. Il n'était plus un intrus dans les ténèbres. Il en était un invité attendu. Le lendemain soir, le pendentif autour du cou, caché sous ses vêtements, Elias se sentit transformé. La transition entre le jour étouffant et la nuit naissante fut moins brutale. Il traversa la ville comme un navire glissant sur des eaux calmes, insensible à l'agitation du crépuscule. Il se rendit directement à la vieille librairie. Cette fois, il n'eut pas besoin de sa lampe. Une lueur douce et bleutée, comme celle d'un clair de lune interne, émanait du pendentif, éclairant juste assez le chemin devant ses pieds. Lyra était là. Elle se tenait au milieu de la pièce, plus pâle encore que dans son souvenir, presque translucide. Ses yeux gris, grands ouverts, étaient empreints d'une peur et d'un espoir déchirant. « Tu n'aurais pas dû venir », chuchota-t-elle, mais ses lèvres tremblaient. « Tu n'aurais pas dû trouver ceci. Tu me l'as laissé ?» répondit-il doucement, en avançant. Le pendentif semblait battre contre sa poitrine au rythme de son cœur. « Tu voulais que je te trouve. Je voulais que tu aies un morceau de la nuit avec toi, pour te protéger, pas pour te ramener à moi. C'est trop tard, Lyra. Je suis déjà revenu. Je suis déjà à toi. » Il était maintenant tout près d'elle. Il pouvait voir les minuscules éclats d'argent dans ses yeux gris comme des étoiles captives. Il sentait le froid qui émanait d'elle. Un froid qui n'avait plus rien d'hostile, mais qui était l'essence même de son être. « Tu ne comprends pas le prix, » insista-t-elle, une larme de nuit gelant sur sa joue. « Ce n'est pas seulement vivre dans l'obscurité, Elias, c'est devenir l'obscurité. C'est sentir le temps s'étirer puis devenir insignifiant. C'est regarder les vivants vieillir, aimer, mourir, tandis que toi tu restes, témoin éternel et impuissant. C'est une faim qui ne se nourrit pas de sang, mais de souvenirs, de chaleur volée, de moments fugaces, et c'est une solitude que même mon amour pour toi ne pourra peut-être pas combler entièrement. » Il l'écouta, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme de sa résolution. Il avait peur, oui, une peur froide et grave. Mais elle était dépassée par une certitude plus forte que tout. « Tu as parlé de ma vie sous le soleil, » dit-il enfin. « Mais tu ne l'as jamais vue, Lyra. Tu n'as jamais vu la solitude que j'y portais déjà. Tu n'as jamais senti ce décalage. Je ne témoignerai pas de la vie, je la fuirai. Je n'ai jamais vraiment appartenu à ce monde. Tu m'offres, à moi, ce que tu considères comme une malédiction. Mais pour moi, c'est peut-être une libération. C'est peut-être enfin trouver mon vrai lieu. » Un frisson parcourut Lyra. Autour d'eux, les ombres de la pièce semblaient se densifier, s'approcher, formant une couronne silencieuse autour du couple. « Il y a une dernière étape, » murmura-t-elle, sa voix réduite à un souffle. « Une dernière chance de comprendre. Si tu veux vraiment voir ce que je suis, voir ce à quoi tu t'engages.
pas mes mots, mais ma vérité. » Il hocha la tête, incapable de parler. Elle leva une main pâle et la posa doucement sur son front, ses doigts froids comme la glace. L'autre main, elle la posa sur le pendentif d'obsidienne qu'il portait. « Regarde, » souffla-t-elle. Et la librairie disparut. Une vision déferla sur Élias, non pas devant ses yeux, mais à l'intérieur même de son être. Il vit des siècles défiler comme des nuages rapides dans un ciel nocturne. Il vit Lyra, non pas comme une seule femme, mais comme une essence, une présence fluide à travers les âges. Il la vit errant dans les rues de villes qui n'existaient plus, regardant les révolutions et les amours avec la même douce mélancolie. Il vit les rares autres comme elle, silhouettes furtives, croisant son chemin dans la longue nuit de l'histoire, échangeant des regards de reconnaissance tristes avant de se perdre à nouveau. Il vit la faim dont elle parlait. Non pas un désir de sang, mais une soif lancinante de chaleur humaine, de connexion réelle, un besoin qui n'était assouvi que par des moments de contact brefs et toujours trop douloureux à la perte. Il vit le soleil comme une force destructrice, brûlant non pas sa peau, mais sa substance même, la forçant à se dissoudre, à n'être plus qu'un souvenir dispersé dans la lumière, jusqu'à ce que la nuit la rassemble à nouveau avec peine. Il vit aussi la beauté des nuits profondes, des secrets que seule l'obscurité protège, de la musique du silence, de la danse des ombres. Il sentit la paix de n'être plus un corps de chair pesant, mais une conscience liée à la trame même du crépuscule et de l'aube. Il comprit que la nuit n'était pas un vide, mais un royaume, vivant, respirant, peuplé d'échos et de possibilités. La vision se dissipa, le laissant pantelant, agrippé à Lyra pour ne pas tomber. Des larmes coulaient sur son visage. C'était terrifiant. C'était d'une tristesse monumentale. C'était aussi la chose la plus magnifique qu'il ait jamais contemplée. « Maintenant, tu sais », chuchota Lyra, retirant sa main. Elle paraissait épuisée, comme si elle avait partagé une partie de sa propre force avec lui. Maintenant, choisis. En pleine conscience, Élias inspira profondément, l'air frais de la nuit pénétrant ses poumons. Il regarda autour de lui la librairie, le monde mort des vivants. Il regarda Lyra, son visage marqué par des siècles de solitude, illuminé par un fragile espoir. Il sentit le pendentif froid contre sa peau, un point d'ancrage dans cet océan de ténèbres. Il n'y avait plus de conflit en lui, plus de peur, seule une évidence, calme et irréfutable comme l'arrivée de la nuit après le jour. « Je n'ai rien à choisir, Lyra, » dit-il, sa voix claire et paisible dans le silence absolu. « Le choix a été fait il y a longtemps, la première fois que je t'ai vu sous ce réverbère. Tout ce qui a suivi n'était qu'un long chemin pour m'en rendre compte. » Il prit son visage entre ses mains. Sa peau était d'une froideur minérale, mais sous ses doigts, il sentit un frémissement, comme un battement d'ailes d'oiseau nocturne. « Je choisis l'ombre, je choisis la nuit. » Il marqua une pause et ajouta d'une voix plus douce, « Je te choisis, toi, pour toujours. » Un sanglot de joie pure et de douleur mêlé s'échappa des lèvres de Lyra. Les ombres autour d'eux s'agitèrent, vibrèrent, comme si toute la nuit de la ville retenait son souffle. Le pendentif sur la poitrine d'Élias s'embrasa d'une lumière bleutée plus intense, une lumière qui ne brillait pas, mais qui absorbait toute lumière alentour, créant un halo de parfaite obscurité autour de leur étreinte. « Alors, il est temps, » murmura Lyra contre son cou. « L'aube approche. C'est à cet instant précis qu'il faut agir. Au moment où la nuit et le jour s'affrontent, où le monde est entre deux états. C'est le seul moment où le passage est possible. Viens. » Elle lui prit la main. Sa prise était ferme, réelle,
plus solide qu'elle ne l'avait jamais été. Elle le conduisit hors de la librairie, dans la rue déserte. À l'est, une ligne indécise, d'un gris perle cruel, commençait à déchirer la voûte noire. Le monde semblait suspendu, silencieux, attendant. Lyra le regarda une dernière fois, ses yeux pleins de tout l'amour et du chagrin des siècles. Une dernière fois, Elias, tu peux encore rentrer chez toi. Regarder ce soleil se lever. Oublier tout cela dans la chaleur du jour. Elias ne regarda même pas la lueur de l'aube. Il ne regarda que Lyra. Il sourit, un vrai sourire, dénué de regrets, chargé d'une paix inouïe. « Montre-moi le chemin », dit-il simplement. Et, main dans la main, ils se tournèrent vers la partie la plus profonde de la nuit, celle qui reculait devant l'aube, et ils marchèrent à sa rencontre, se fondant dans ses replis comme deux gouttes d'encre dans l'océan des ténèbres. La dernière chose qu'Elias perçut du monde des vivants fut le chant lointain d'un premier oiseau, aussitôt étouffé par le murmure approbateur et immense de la nuit qui s'ouvrait pour l'accueillir. L'aube était à leur trousse, une lame de lumière froide qui tranchait l'horizon. Mais Elias et Lyra ne fuyaient pas. Ils avançaient, d'un pas décidé, vers le cœur battant de l'ombre. La ville autour d'eux se transformait, perdant ses contours nets. Les murs de briques semblaient fondre en fumée sombre. Les pavés sous leurs pieds devenaient mous comme de la tourbe. La lumière des derniers réverbères se diluait, avalée par une obscurité qui n'était plus une absence, mais une présence. Ils arrivèrent au bord du vieux canal, là où l'eau stagnante ne reflétait jamais le ciel. C'était là, lui chuchota Lyra sans un mot. La communication se faisait maintenant par le frémissement de l'air, par la pression d'une main, le seuil. Le lieu où la nuit de ce monde rejoignait l'autre nuit, la sienne, l'éternelle. C'est le dernier moment, Elias, murmura-t-elle enfin, sa voix comme un écho venu de très loin. Une fois passé, il n'y a plus de retour. Ton corps, ton sang, ton souffle diurne, la lumière les réclamera, elle les prendra. Il ne restera que l'essence, que ce que tu es vraiment, et moi. Il regarda l'eau noire. Il n'avait pas peur. La paix qui l'habitait depuis sa décision était un océan calme, insondable. Il sentait le pendentif d'obsidienne brûlant de froid contre sa poitrine comme un deuxième cœur en accord avec le premier, ralentissant, s'apaisant. Il regarda Lyra. Dans la pénombre terminale, elle était à la fois elle-même et plus qu'elle-même, une silhouette de grâce et de mélancolie, les yeux pleins de siècles et, pour la première fois, d'une lueur d'espoir pur, fragile. « Je suis prêt, » dit-il, et ces mots n'étaient pas un adieu, mais un assentiment. Lyra leva une main vers la surface du canal. L'eau ne bougea pas, mais une brume épaisse, plus noire que l'encre, commença à s'en élever, enveloppant leurs pieds, leurs jambes, formant un escalier de ténèbres solides. L'air devint glacé et dense, chargé du parfum de terre humide, de pierres anciennes et de lilas nocturnes. « Viens » fut le dernier mot qu'il entendit de ses lèvres. Ils montèrent. La sensation fut moins une chute qu'une dissolution et une reconstitution. La lumière de l'aube, derrière eux, explosa en un éclair silencieux, un ultime sursaut du monde qu'ils quittaient. Une chaleur fugace et douloureuse le traversa, comme si on lui arrachait une peau trop étroite. Il eut la vision fugitive de sa vie diurne, les archives poussiéreuses, le goût fade du café du matin, le visage flou de parents disparus, la solitude pesante de ses après-midi. Tout cela se détacha de lui, s'éloigna, brûla dans la lumière naissante comme un parchemin jeté au feu, puis vint le froid. Un froid qui n'était pas l'absence de chaleur,
mais une substance à part entière. Il l'enveloppa, le pénétra, lavant les dernières cendres du jour. Ce fut une douleur aiguë, mais brève, remplacée aussitôt par un soulagement immense. Le poids de son corps physique, celui de ses soucis, de son temps compté, s'évapora. Il était toujours Elias. Il avait sa forme, sa conscience, ses souvenirs, mais ils étaient transposés, comme une mélodie jouée sur un instrument différent. Il sentait le flux de la nuit autour de lui, en lui. Il percevait ses courants, ses murmures devenus maintenant des voix distinctes, tissées de souvenirs de ceux qui avaient aimé l'obscurité, des échos d'histoires jamais racontées au soleil. Il pouvait voir sans ses yeux. La ville en contrebas n'était plus un assemblage de pierres, mais un organisme vivant, respirant par ses ombres, ses recoins secrets, ses rêves enfouis. Il voyait les dormeurs dans leurs lits, leurs songes flottant comme des bulles de savon, colorées et fragiles au-dessus d'eux. Et il voyait Lyra. Vraiment, elle n'était plus la femme énigmatique sous le réverbère. Elle était un être de pure nuit, un noyau de tranquillité sombre, rayonnant de la même essence qui le constituait désormais. Il voyait en elle les strates du temps, les nuits accumulées, les chagrins et les rares joies, comme des couches de sédiments précieux. Et il vit l'émerveillement dans son regard, son nouveau regard, une lueur d'argent dans l'obscurité, alors qu'elle le contemplait, lui, le nouveau-né des ténèbres. Ils étaient sur un plan différent. La ville était en dessous, comme une maquette éclairée par la lune et les lampadaires. Le ciel n'était plus un plafond, mais un océan sans fin de possibilités nocturnes. Il se tenait sur ce qui semblait être un pont de brume entre le monde qu'il avait quitté et le royaume qu'il rejoignait. « Bienvenue », dit la nuit, et ce n'était pas la voix de Lyra, mais le chœur des étoiles, le froissement des ailes de chauve-souris, le soupir du vent dans les gorges profondes. La nuit elle-même les accueillait. Lyra lui prit la main. Leur contact n'était plus chair contre chair, mais ombre contre ombre, une fusion parfaite et sans frottement. Une sérénité absolue qu'il n'avait jamais connue, jamais imaginée, l'inonda. C'était la paix du grand large après une vie passée sur une plage tumultueuse. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, sa voix, un doux projeté dans sa conscience. Il mit un moment à répondre, explorant cette nouvelle existence. « Léger », dit-il enfin, « libéré, et chez moi. » Un sourire qui n'était pas un mouvement de lèvres, mais une modulation de la lumière autour d'elle, une légère concentration de douceur dans les ténèbres. La faim viendra plus tard, le désir de la chaleur perdue, la mélancolie des saisons qui passent sans toi. Mais nous la porterons ensemble, et elle ne sera rien face à cela. Elle serra sa main, et il sentit la promesse comme une vibration dans l'air. Elle lui montra alors les règles de ce nouveau monde. Ils n'étaient pas des fantômes, mais des entités de l'intervalle. Ils pouvaient se manifester dans le monde des vivants, mais seulement là où l'ombre était assez profonde, la mémoire assez forte, le silence assez lourd. Ils se nourrissaient non de substance, mais d'instant, d'une émotion forte laissée en suspens dans un lieu, d'un secret chuchoté à minuit, de la beauté fugace d'une fleur qui ne s'ouvre que dans l'obscurité. Le jour était un interdit absolu. Le soleil était pour eux un vent de désintégration, une force qui les réduirait à des atomes éparpillés, inconscients, jusqu'à ce que la nuit les rassemble avec une peine infinie. Mais la nuit était infinie. Elle était leur corps, leur maison, leur royaume, les premières années, car le temps ici était une rivière aux méandres étranges, tantôt rapides, tantôt figés, furent un apprentissage et un émerveillement.
Ils errèrent ensemble à travers la ville qu'Élias avait connue, la découvrant sous un angle entièrement neuf. Ils suivaient les chats nocturnes, écoutaient les conversations des insomniaques à leurs fenêtres, effleuraient les rêves des enfants pour en goûter l'innocence sucrée. Ils visitèrent d'autres lieux, d'autres nuits à travers le monde, les nuits bleutées des fjords norvégiens, les nuits chaudes et bruissantes des déserts, les nuits silencieuses et étoilées des sommets montagneux. La faim dont Lyra avait parlé se manifesta. Oui, c'était une nostalgie aiguë, un vide qui réclamait le pouls de la vie, le goût du temps qui fuit. Mais elle se calmait dans leur étreinte, dans le partage d'un souvenir volé, dans la contemplation d'une œuvre d'art oubliée dans un musée que seuls eux pouvaient apprécier dans la pénombre parfaite. Un soir, ou peut-être une décennie plus tard, c'était difficile à dire. Ils passèrent sous le réverbère numéro 7. Il clignotait toujours, fidèle à son poste. Un jeune homme, l'air fatigué et seul, y était adossé, le regard perdu. Il ressemblait un peu à Élias autrefois. Élias sentit une douce compassion. Il s'approcha, avec Lyra à ses côtés. Le jeune homme frissonna, remonta le col de son manteau. « Tu sens ce froid ?» murmura-t-il pour lui-même. « On dirait une présence. » Lyra projeta une pensée vers Élias. « Il est comme tu étais, un enfant du silence. » Élias, instinctivement, tendit une main immatérielle. Il ne toucha pas le jeune homme, mais il déposa près de lui, comme une offrande, un sentiment de paix, l'assurance qu'il n'était pas seul dans sa solitude nocturne. Le jeune homme se redressa, inspira profondément, et un léger sourire détendit ses traits. Il repartit d'un pas plus léger. « Tu vois ?» murmura Lyra dans leur lien partagé. « Nous ne prenons pas seulement, parfois nous pouvons donner. Un peu de la paix de la nuit. » C'était cela, comprit Élias. Ils n'étaient pas des prédateurs, ni des fantômes lamentables. Ils étaient les gardiens des seuils, les témoins des secrets, les consolateurs discrets de ceux qui errent après le coucher du soleil. Leur amour, au lieu de se consumer dans la brièveté d'une vie humaine, s'était dilaté pour remplir l'éternité nocturne. Il était fait de patience, de silence partagé, de la joie de découvrir ensemble les infinies variations de l'ombre. Les siècles passèrent, la ville changea, des bâtiments s'effondrèrent, d'autres, plus hauts et plus froids, prirent leur place. Les réverbères à gaz cédèrent la place à des lampes électriques, puis à des LED, au blanc cruel. Mais l'ombre, elle, restait. Elle s'adaptait, se glissant dans les nouvelles failles, sous les autoroutes, dans les parcs toujours présents. Et eux restaient. Des légendes naquirent, bien sûr. Des histoires de deux silhouettes aperçues à la jonction de la nuit et du crépuscule, marchant main dans la main. Des amoureux disaient les avoir vus et s'être sentis bénis. Des âmes solitaires affirmaient avoir été réconfortées par un froid soudain et apaisant. On les appelait les marcheurs de brume, les amants de l'aube perdue, les gardiens du réverbère clignotant. Un soir, alors qu'une nouvelle lune plongeait la ville dans une obscurité veloutée parfaite, Élias et Lyra se tinrent au sommet de la plus haute colline, surplombant l'océan de lumière tremblotante. La nostalgie pour la vie qu'il avait quittée était un souvenir lointain, un rêve à peine tangible. Ce qu'il ressentait, c'était une plénitude absolue. Il regarda Lyra, son essence, son amour, son éternité. Elle était plus belle que jamais, non plus en contraste avec le monde, mais en harmonie parfaite avec lui. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-elle comme elle le faisait parfois, même après tous ces siècles. Il secoua la tête. Une simple intention qui fit vibrer l'air autour d'eux. Je n'ai jamais su ce que signifiait « chez soi » avant ce moment. Avant toi?
avant cela. Il engloba d'un geste la nuit infinie, leur royaume sans limite. Elle se rapprocha et leurs formes se mélangèrent un instant, devenant une seule et même nuée d'ombre douce, un noyau de tranquillité absolue au centre de la création nocturne. Épilogue. Les chuchotements. Aujourd'hui, si vous vous promenez très tard dans cette ville et que vous vous arrêtez sous un vieux réverbère qui clignote de manière irrégulière, vous pourriez sentir une présence, un froid qui n'est pas désagréable, un silence qui parle. Les vieux du quartier, ceux qui écoutent encore les histoires, vous diront à voix basse, « Ne les cherchez pas, mais s'ils vous trouvent, n'ayez pas peur. On dit qu'ils sont deux, qu'ils marchent toujours ensemble. Ils ont choisi l'ombre pour garder la flamme de leur amour. Une flamme qui ne brûle pas, qui réchauffe sans consumeur. Ils appartiennent à la nuit. Ils en sont les souverains discrets et les humbles serviteurs. Et si, par une nuit particulièrement noire et profonde, vous avez le cœur lourd et la solitude tenace, levez les yeux. Vous ne verrez peut-être que des étoiles ou des nuages, mais vous pourriez aussi, si votre âme est à l'écoute, percevoir deux silhouettes légères, flottant à la lisière de votre vision, inséparables. Ils sont la preuve que certains choix, bien qu'irréversibles, ne sont pas des tragédies, que certains adieux au monde sont en réalité des retrouvailles avec soi-même, et que l'amour, quand il est assez profond, peut transcender non seulement la vie, mais la nature même de l'existence. Ils sont la nuit, et la nuit les abrite pour toujours. Il avait choisi la nuit, et dans ses bras sombres, il avait trouvé pour l'éternité la lumière de son vrai foyer.